Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast qui ne cautionne pas du tout le cannibalisme. Salut, moi c'est Marie et quand j'étais petite, j'ai entendu un poulet se faire égorger et depuis je ne suis obsédée que par une chose, résoudre des crimes pour enfin ne plus entendre le poulet. Et moi c'est Anaïs et j'adore les souris d'agneau. Moi aussi j'adore les souris d'agneau. Vous aviez voté la semaine dernière sur notre compte Instagram pour choisir le film de la semaine et c'est Le Silence des agneaux qui l'a emporté face à Chucky 2. Le Silence des agneaux, un film de Jonathan Demme, écrit par Ted Tally et sorti en 1991. Marie, tu l'avais déjà vu, mais seulement très jeune. Tu l'avais pas revu depuis, donc tu ne t'en souvenais pas très bien. Non. Si vous voulez entendre ce que Marie avait à dire sur le film avant de le voir, ça se trouve dans notre épisode À l'affiche, diffusé il y a quelques jours et disponible dans votre flux, sans doute juste en dessous de celui-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième visionnage, du coup, une vingtaine d'années après ton premier ? J'ai beaucoup aimé. Je vois pourquoi le film est culte. Je me suis souvenue, il y a des choses qui me sont revenues en tête après. Et puis avec les années, évidemment, j'ai une vision un peu différente sur certaines choses aussi. J'ai même pas une vision différente puisque je l'ai vu à 10 ans, je pense. J'ai une vision. Voilà. Formée. À l'époque, je pense que j'étais juste un réceptacle. Voilà. Ouais. Alors que maintenant, j'ai un peu plus de répondants. La raison pour laquelle je voulais te montrer ce film maintenant, c'est parce qu'on est quelques jours après Halloween et je ne pouvais pas résister à l'envie de te montrer un film un petit peu spooky parce que c'est mon genre préféré. J'étais un petit peu déçue que vous, cher public, vous n'ayez pas choisi Chucky 2 parce que c'est un film d'horreur conventionnel avec des jumpscares, tout ça, et que donc je savais que j'aurais plein de réactions en te montrant Chucky 2. Vous avez beaucoup déçu, Anaïs. C'est ça, je vous en veux. Sachez-le. Personnellement. Et en fait, j'ai été très rassurée parce que rapidement, quand on a regardé Le Silence des agneaux, je me suis rendu compte que, au final, même quand c'est pas un film d'horreur purement horrifique, les réactions sont toujours là. J'aime pas le suspens. Ah là là. C'est horrible. Oh, non, 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 non. Ex-worms. Un papillon. Oh là là. Oh, oh là là. Oh là là. Ah meuf, regarde derrière toi ou je sais pas où. Oh c'est horrible, oh c'est dégueulasse. Oh. Je veux pas voir ça, j'ai peur. Oh putain c'est pas possible. C'est cool, il t'en faut vraiment peu. Peu de ça? Mais c'est pas peu, c'est horrible. Je tiens à préciser que c'est à la fin du film. C'est vraiment dans la scène où elle s'introduit chez le tueur, quoi. Oui, disons, à partir de la deuxième moitié du film, tu commençais à réagir un peu plus vocalement. Oui. Mais il y a des scènes inquiétantes tout au long, on va en reparler. C'est vrai. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes, Marie, pour les gens qui n'auraient jamais regardé Le Silence des agneaux ? C'est l'histoire de Clarisse, une jeune recrue... Tu veux dire Clarice ? Hello, Clarice. Just Clarice. Where were you going, Clarice? What did you see, Clarice? Une jeune recrue du FBI qui fait encore ses études. Mais on va lui demander, en fait, d'aller interroger un célèbre cannibale qui est en prison, qui est joué par Anthony Hopkins, qui s'appelle Hannibal le cannibale, et qui était psychiatre. Et elle va commencer à l'interroger. Ils vont avoir une relation un peu qui va se créer, une relation de confiance assez étrange entre eux. Et en fait, elle va comprendre qu'on l'a envoyé là pour qu'il l'aide à résoudre une affaire criminelle qui est un peu la trame du reste du film, qui est un mec qui s'appelle Buffalo Bill, qui déveste ses victimes. Voilà. Et qui est encore en train de sévir. Donc, il faut qu'elle l'attrape lui aussi. Jodie Foster, tu l'as dit, joue Clarice Starling. Tu penses quoi de son personnage ? C'est marrant parce que je sais que ma mère a beaucoup aimé ce film. C'était vraiment un film dont elle me parlait beaucoup. Et ma mère est commandant de police et était inspecteur de police dans les années 80, dans des services qui étaient un peu compliqués, enfin à la crime ou des choses comme ça, et dans des services exclusivement masculins. En voyant ce film aujourd'hui à l'âge adulte, j'ai totalement compris pourquoi elle avait aimé ce film aussi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez réaliste, qui surjoue pas le côté un peu badass ou des choses comme ça, comme on a pu voir après. C'est très cool de voir à l'écran un personnage comme ça, c'est-à-dire qui est très capable, qui est intelligente, qui est rationnelle et qui est bonne dans ce qu'elle fait, quoi. C'est un bon personnage féminin, surtout dans les années 90, quoi. Le film nous place vraiment dans sa perspective à plein de reprises et on a plein de plans où on la voit un peu avalée par tous les autres personnages. Il y avait ce plan de l'ascenseur dont tu te souvenais même avant de revoir le film, où elle fait 3 têtes de moins que tout le monde et c'est la seule femme dans un ascenseur. Il y a la scène de l'autopsie où elle est entourée aussi d'hommes beaucoup plus grands qu'elle
qu'elle et la caméra est placée à sa hauteur, donc on sent vraiment l'oppression qu'elle ressent. C'est vrai que c'est assez remarquable pour un film de cette époque-là de se focaliser à ce point sur l'expérience d'une femme, dans ce contexte-là en plus qui est un film criminel très très sombre en plus. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs scènes où on voit qu'elle est capable de se défendre, en fait. Je parle même pas physiquement, hein. Je parle, par exemple, il y a un moment où son supérieur l'amène donc faire une autopsie et en fait, il y a des policiers locaux qui sont là et devant les policiers locaux, il va prendre à partie l'un d'entre eux et lui dire je veux pas parler devant ma collègue parce que c'est une femme de tel ou tel sujet. Et après, en fait, alors que c'est son supérieur, alors qu'elle est encore étudiante, alors que c'est son mentor, elle va lui dire de façon pas du tout agressive mais très nette que ce qu'il a fait, ça a compté. C'est-à-dire que aux yeux des autres, ça l'a décrédibilisé. Et elle est très claire là-dessus. Et je trouve que il y a des petits moments comme ça qui sont assez subtils, mais qui sont très intelligents dans la façon dont ça caractérise le personnage et de ce que ça dit aussi de ces dynamiques-là, quoi. Ouais, la relation de mentor qu'elle a avec lui est super bien d'ailleurs dans le film. C'est un peu la seule relation homme-femme saine, on va dire, du film. Ça souligne bien aussi le côté parfois bienveillant mais infantilisant qu'il peut y avoir dans ces rapports-là. C'est-à-dire que tu peux être dans un milieu masculin où tout le monde n'est pas agressif ou des choses comme ça, mais tu peux aussi avoir des supérieurs qui, en pensant bien faire, vont te décrédibiliser auprès de tes pairs, quoi. Et c'est bien montré dans ce moment. Ce que je trouve vraiment bien dans le film, c'est que ça passe par le personnage de Clarisse, mais il y a plusieurs personnages féminins qui sont aussi montrés comme assez compétents et intelligents, y compris la victime qu'on voit kidnappée pendant tout le film, qui va être assez débrouillarde à la fin pour s'en sortir. Et même sa mère, moi, c'est une scène qui m'avait marquée la première fois que j'avais vu le film, alors que j'avais 10-11 ans. Sa mère, donc, qui est sénatrice, parle à la télé pour dire « rendez-moi ma fille », etc. Et ils prennent le temps d'inclure une scène où on voit Clarisse et ses collègues du FBI qui disent « elle est très intelligente, la manière dont elle est en train de s'adresser au tueur, c'est très malin de sa part, tout ça ». Et je me souviens que déjà à l'époque, j'avais trouvé ça fou d'inclure une scène juste pour dire ce personnage tertiaire du film, il est très intelligent. C'est des petites attentions comme ça qui font beaucoup de bien, je trouve, quand on voit le film aujourd'hui. Surtout un film où on voit beaucoup de violences perpétrées envers les femmes. Est-ce que tu penses que c'est un film féministe ? Bah, en fait, tu viens un peu d'y répondre, c'est-à-dire que à la fois, il y a plein d'éléments qui sont bien, c'est-à-dire qu'on a des personnages féminins forts et qui sont bien caractérisés. Et il y a plein de moments, comme on l'a dit, qui soulignent bien en fait les petits moments de discrimination ou les petites gênes ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est très intelligent à ce niveau-là. Après, ça reste un film qui glorifie un auteur de crime, de meurtre même. Et qui en sensationnalise un autre. Exactement, qui en sensationnalise un autre et qui se complaît un peu dans ce voyeurisme-là, quoi. Et même, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une intelligence dans la façon dont ça parle des rapports entre Clarisse et ses collègues dans son milieu de travail. Mais par contre, dès qu'elle est face au criminel, en fait, elle est complètement réduite à son statut, elle est instrumentalisée et sexualisée, quoi, par tous les hommes criminels auxquels elle s'adresse ou auxquels elle a affaire. Même Hannibal. On comprend que s'il lui parle, c'est parce que c'est une femme, alors qu'il voulait parler à aucun homme avant. Il y a quelque chose aussi il est dans un jeu de séduction avec elle, de séduction et puis un truc autour de son père et tout. Enfin, il y a tout un truc un délire autour de ça. Je trouve que le film, ça suffit pas d'avoir des personnages féminins forts pour faire un film féministe. Et en fait, le propos du film à la fin n'est pas féministe à mes yeux, quoi. Je pense que le plus gros problème à ce sens-là, il vient du personnage de Hannibal Lecter, tu viens de le dire, qui est joué par Anthony Hopkins. Comment tu décrirais son personnage ? C'est un homme sophistiqué, brillant, très policé, qui est admirable par bien des aspects, c'est-à-dire que son intellect est très admirable, son capital culturel est très admirable, sa finesse d'esprit est très admirable. Il est aussi drôle, parce qu'il y a plein de moments où il a un humour très sombre, mais qui fonctionne très très bien. Donc c'est un personnage qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, alors même que c'est un personnage très violent, pervers, manipulateur, sadique, et cannibale. Accessoirement. Donc, voilà, exactement. Mais le film, clairement, se complaît totalement là-dedans. C'est-à-dire que, après, honnêtement, en tant que spectatrice, c'est hyper fun. C'est-à-dire que c'est un super méchant. Après, ce que ça dit sur notre culte en général des serial killers ou des choses comme ça, c'est une toute autre histoire, quoi. Il est irrésistible quand on regarde le film, aussi parce qu'il est joué par Anthony Hopkins qui livre une interprétation, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, c'est incroyable. Voilà, qui est vraiment inoubliable.
Anthony Hopkins, qui a quand même gagné l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle et qui est à l'écran 16 minutes dans tout le film. Mais c'est l'élément, je pense, dont tout le monde se souvient après avoir vu Le Silence des agneaux. C'est vrai qu'on ne voit que lui et que son interprétation, disons qu'il utilise chaque seconde pour vraiment laisser une impression très très forte. Et d'ailleurs, dès le premier face-à-face entre lui et Clarisse, on était toutes les deux très convaincues. Oui, bah oui. Closer, please. Closer. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. C'est tellement camp. He said, I can smell your cunt. I see. I myself cannot. Il a un odorat très développé, donc forcément, comme son kink, c'est de manger les gens, il prête beaucoup attention aux parfums et aux cosmétiques que Clarisse aurait utilisés et aurait mis sur sa peau. Et donc, c'est extrêmement dérangeant. Et en même temps, il a l'air de prendre tellement de plaisir à sa propre perversion que ça en devient très divertissant à regarder. Je sais que tu as déjà beaucoup travaillé sur le sujet et c'est un sujet dont on parle très fréquemment toutes les deux, de la glorification des tueurs en série dans la pop culture. Là, clairement, on est un peu sur une œuvre séminale dans le genre. C'est adapté d'un roman, je l'ai pas dit, d'un roman qui s'appelle Red Dragon de Thomas Harris. Donc l'œuvre ne sort pas de nulle part et c'est un film qui avait déjà été adapté par Michael Mann et qui a fasciné beaucoup de gens dans la pop culture et qui a connu d'autres adaptations après. Mais clairement, là, on est un peu sur l'exemple type du tueur en série qui est beaucoup plus important et mémorable que ses victimes dans le film. Ah bon, on sait même pas qui sont ses victimes. Enfin, on en voit une ou deux au moment de son évasion, mais sinon, ses victimes sont invisibles complètement. La sorte de fascination avec le mal et avec l'auteur en fait de crimes hyper tabous, ça date de bien avant Le Silence des agneaux. Ça date même au 19e, on voit déjà des traces de ça. Jacques l'Éventreur, Évidemment, dans la société, il y a une fascination en général avec le mal, avec d'où vient le mal, avec comment telle personne peut commettre tel crime, avec la subversion, avec le tabou. Donc, c'est complètement compréhensible, en fait, que ces figures-là fascinent. Et on pense même, au livre de Truman Capote, de Sang-froid, où on sent au fil du livre qu'il développe même un sentiment amoureux pour le criminel auquel il s'intéresse, quoi. En fait, ça participe totalement à la glorification des serial killers et des auteurs de meurtres. Ça participe aussi à leur narcissisme, c'est-à-dire que souvent, c'est des auteurs qui ont envie que leurs crimes soient médiatisés, qui ont envie de fasciner. Et en fait, voir toutes ces œuvres au fil des décennies être tellement intéressé par ces figures, ça ne fait qu'alimenter ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait tenté par ce genre d'acte ne peut être qu'encouragé par la fascination que ça procure dans la société en général, parce que tu te dis c'est des monstres, mais des monstres passionnants, quoi. Alors qu'en général ils sont pas si fascinants que ça, mais la fiction tend à vraiment essayer de tirer le plus possible de ces histoires. Et moi-même, je suis sensible à ça, c'est-à-dire que quand je regarde ce film, évidemment, son personnage, il fonctionne très bien, quoi. Mais ça me dérange aussi parce que, à aucun moment, à travers l'histoire, on n'est jamais fasciné par la victime. On n'est jamais même intéressé. En fait, c'est même pas une question de fascination parce que ce serait un peu dérangeant et malsain aussi d'être fasciné par une victime. Et puis parfois, ça a été le cas quand c'était des victimes un peu idéalisées, très jeunes, blondes, un peu des images d'Épinal de la pureté ou des choses comme ça, mais c'est même pas ça, c'est que on ne s'y intéresse même pas en fait. La victime, on va jamais essayer de comprendre sa psyché, on va jamais essayer d'éprouver de l'empathie pour ce qu'elle a vécu. Par contre, on est dans une sorte d'empathie un peu perverse envers cette personne dont on essaie de comprendre les motivations. Et ça, c'est toujours très dérangeant et évidemment que ce film tombe totalement dedans. C'est l'un des défauts de ce film, il y en a plusieurs, qui reste quand même un film qui est très très fun à regarder, quoi. C'est une conversation qu'on a déjà eue de nombreuses fois, et notamment quand on regardait Twin Peaks, puisque la série, elle illustrait aussi très bien cette dichotomie où Laura Palmer est morte dès le début du premier épisode, mais en même temps, sa présence plane vraiment sur toute la série. Et pour le coup, c'est une victime qu'on apprend à très bien connaître. Il y a plein de choses à raconter sur Laura Palmer, et elle est complexifiée de plus en plus par Twin Peaks sous toutes ses déclinaisons, films, mini-séries, etc. Mais c'est vrai que c'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver, je trouve, dans les œuvres de fiction, et
il y a une vraie tendance true crime à l'heure actuelle. Donc en plus, on en parle tout le temps parce qu'il y a même des séries comme You qu'on avait détesté toutes les deux et on avait fait un très vieux épisode de PIC TV dessus pour parler de cette fascination-là. C'est-à-dire que ça va au-delà de la fascination pour des mécanismes psychiatriques, ce qui peut être très intéressant en fait pour plein de monde. Et ça va plus vers l'humanisation ou l'adoration des figures de tueurs. Parce que l'humanisation, pour moi, c'est pas un problème. Ils sont humains, tu vois. Enfin, au contraire, les transformer en monstres, c'est limite un problème parce que c'est mettre une distance. Mais c'est justement ça, c'est plus le côté glorification, quoi. Glorification, ou oui, ce que je voulais dire par humanisation, c'est plutôt le fait d'excuser ou d'essayer de justifier à outrance leurs actes. Et évidemment, il peut y avoir des explications, et je pense que c'est ça qui fascine les gens aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un pourrait commettre de tels actes. Mais parfois, on sent que ça franchit un petit peu les limites. Et d'ailleurs, t'as vu la série Hannibal ou pas, qui est inspirée de la même œuvre? Non, je me demande qu'il y avait beaucoup de débats là-dessus aussi. Ouais, j'avais commencé, je crois, quelques scènes, mais j'avais pas vu la série, mais je me souviens de scènes où il essaie d'initier, je sais plus comment il s'appelle. Will, je crois qu'il s'appelle le jeune. C'est Mads Mikkelsen, du coup, qui le joue, qui essaie de l'initier au plaisir de la chair, j'imagine, la chair humaine. Enfin, honnêtement, j'ai aucune envie de regarder ça. C'est vraiment... surtout là, t'enlèves du coup l'aspect positif du Silence des agneaux, qui est le personnage de Clarisse quand même. Enfin, le fait d'avoir justement un personnage féminin qui est complexe et qui est intéressant et qui est fort au milieu de tout ça, ça rend le film, pour moi, digérable, quoi. Et même... admirable. Alors que sans ça, vraiment, j'en ai aucune envie. Hein. Moi, j'avais regardé un petit peu la série, je l'ai pas regardée en entier, mais il y avait une espèce de distanciation très froide avec les meurtres qui, à mon avis, explique pourquoi la série a eu tant de succès. Bon, Mads Mikkelsen, en plus, étant le monstre de charisme aussi qu'il est. Mais il y avait une espèce de travail sur la mise en scène d'esthétisation. Ouais, voilà, des cadavres exquis, littéralement, qui était à la fois très intéressant et, enfin, vraiment, moi, j'ai pas assez bien vu la série pour en parler de manière intelligente, je pense. Mais il y a eu beaucoup d'études là-dessus et sur ce que la série essayait de faire dans sa représentation de la violence. Il y a eu la série Mindhunter aussi de David Fincher qui, pour moi, trouvait un bon compromis, mais c'est vrai que souvent, il peut y avoir des portraits très dérangeants. Et moi, je dirais qu'avec Hannibal Lecter, ce qui me dérange le plus, c'est pas tant que ce soit un tueur fascinant, parce que ça, je pense que j'y suis tellement habituée maintenant que je dirais que cette œuvre-là n'est vraiment pas la pire dans le genre, mais c'est plus la manière dont Clarisse est présentée comme unique à ses yeux. Ouais. Ce qui lui fait comprendre dès le début, c'est que justement, comme il est entre guillemets galant avec elle, il s'en prendrait jamais à elle. Il s'en prendrait à tous les autres, mais pas à elle. Et c'est ça que je trouve dérangeant, c'est-à-dire que forcément, ça nous met dans sa poche tout de suite. On se dit, ils vont collaborer, ils sont pas antagonistes. Oui, ça le neutralise aussi. Exactement, ça le neutralise et ça le rend très sympathique parce que il a lui aussi un rapport de mentor avec elle. Il l'appelle à la fin pour lui faire un petit coucou. Et j'ai l'impression que ça pourrait même, d'une manière très détournée, encourager le cliché de, tu sais, les filles qui sont différentes des autres filles, qui est un fantasme avec lequel on grandit quand on est jeune fille, tu vois, où c'est genre, ce mec, c'est un connard avec toutes les filles, mais il le sera pas avec toi. Et évidemment, là, on est dans un extrême, mais pour moi, c'est un peu ce que ça reproduit aussi. C'est, Clarisse est tellement fascinante et intelligente et différente des autres femmes que elle a le droit de ne pas être traitée comme une victime, mais par contre, tous les autres, on s'en fiche, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un petit peu perturbant. Il y a un autre cliché qui est peut-être un peu moins nocif, mais qui est quand même très parlant, je trouve, et très 90s dans ce film, c'est la représentation des psychiatres, puisqu'il faut dire que le docteur Hannibal Lecter est psychiatre. Et alors, clairement, on sent que le travail sur la santé mentale dans les années 90 n'était peut-être pas encore aussi accepté qu'aujourd'hui. On a aussi le docteur Chilton, qui est un bourreau absolu, qui donc torture Hannibal. Et donc, clairement, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui s'intéressent à la santé mentale sont quand même bien détraquées. Ouais, elles sont détraquées et elles s'y intéressent pour pouvoir manipuler les autres. Exactement. Et les asservir. En plus, on lui prête des super pouvoirs, c'est-à-dire, mais des super pouvoirs psychiques ou psychologiques, en tout cas. Ouais. Où on dit à Clarisse, ne le laisse pas rentrer dans ta tête, comme s'il allait faire des choses absolument stupéfiantes. Enfin, c'est assez marrant parce que oui, on sent qu'il y a une crainte mêlée d'admiration. Oui, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait dans le film, c'est-à-dire qu'il échange 3 mots avec elle et lui dit « Alors, vous avez des problèmes avec votre père, vous avez grandi à la ferme, gna 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 ». Il fait un peu un jeu de Sherlock Holmes où il peut observer des petits détails sur elle et sa vie privée, rien qu'en ayant échangé quelques regards. Mais c'est vrai que c'est pas trop comme ça que ça fonctionne a priori, même si non, voilà, on sait que les professionnels de santé... Il se trompe en vrai. Enfin, parce qu'il dit que son père était un gros plouc qui travaillait je sais pas où, alors que son père était un policier local. Enfin, c'est pas du tout...
Il n'a pas compris que le vrai traumatisme, c'était le silence des agneaux. Oui, c'était les agneaux qui... C'est ça, qui faisaient du bruit. Mon Dieu. Oui, non, c'est assez risible. Et ça, pour le coup, je trouve ça un peu inoffensif avec mes yeux d'aujourd'hui, mais très drôle de voir comment les psychiatres étaient représentés dans ce film. Bah ouais. Il y a un autre truc très important que je voulais mentionner concernant le personnage de Hannibal Lecter. Et je précise que, moi, personnellement, j'adore ce film et je l'ai vu énormément de fois. Et c'est marrant parce qu'en le revoyant avec toi, je me suis souvenu de à quel point je l'avais vu parce qu'il n'y a pas une seule scène ou une seule réplique que je ne connaisse pas. Donc, même si, on a encore cette analyse à froid, là, un petit peu walkie-walk, comme on aime les faire, moi, je suis totalement cliente de ce film et je trouve que c'est un excellent film. Mais il y a un autre truc qu'il faut préciser avec le docteur Hannibal Lecter, c'est que, selon moi, il appartient au cliché du queer-coded villain, donc du méchant qui aurait des comportements qui évoqueraient l'homosexualité. Déjà parce qu'il est assez maniéré, mais aussi parce que il y a plusieurs moments où il va critiquer les chaussures de Clarisse et lui dire qu'elle a des chaussures un peu de plouc. Il y a un moment où il est en train de parler à la mère de la victime et lui dit « Ah, au fait, j'adore votre costume ». Ces petits moments comme ça qui, en plus, sont des moments comiques et qui font très clairement appel aux clichés qu'il pouvait y avoir sur les gays, surtout dans les années 90. C'est pas le plus dérangeant, je dirais, dans ce film, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un psychiatre et tout ça, ça crée quand même un petit amalgame de plein de clichés. Les mentions que tu dis sur les chaussures ou des trucs comme ça, moi je l'ai plus vu comme du snobisme parce que c'est un... Oui, parce qu'il est anglais, c'est Anthony Hopkins. Mais oui, non mais c'est ça, c'est comme ça c'est toujours le problème. Oui, mais c'est aussi comme ça que le personnage est écrit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sophistiqué vraiment profondément. C'est ça qu'on nous dit aussi, c'est qu'il parle de manger ses victimes avec du Chianti. Il a, pour décorer sa cellule, il dessine le dôme de Florence de mémoire. Tu comprends que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui aime l'art et qui est sophistiqué. Tu t'imagines que dans sa vie d'avant, c'était le genre de personne à avoir des costumes sur mesure et avoir les marques qui existent depuis le 19e siècle ou des choses comme ça et avoir son tailleur attitré ou des... Comme en plus c'est quelqu'un qui a l'air très maniaque et attentif aux moindres détails ou des choses comme ça, tu comprends que sur les tenues ou des choses comme ça, il va tout de suite juger une personne à travers la façon dont elle s'habille aussi, juger sa personnalité. Et du coup, moi, je l'ai plus lu comme justement un truc de classe et un truc aussi de décryptage pour lui qu'un truc forcément queer, quoi. Mais après, bon, ces caractéristiques-là sont aussi des caractéristiques, c'est vrai, qui sont associées à l'homosexualité traditionnellement. Le côté british a toujours été associé à ça aussi dans l'imaginaire en général. Donc c'est sûr que c'est des caractéristiques qui recouvrent les deux. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu, c'était pas forcément un truc que j'ai interprété comme ça, quoi. En fait, la raison pour laquelle c'est d'autant plus apparent chez ce personnage, c'est justement parce que, comme tu le dis, il est pervers et que chez les queer-coded villains, en fait, il y a plein de personnages qui sont codés comme gays ou queer dans la pop culture. Mais quand c'est des personnages qui sont des méchants, des psychopathes, très souvent, on va aussi voir des traits un petit peu plus efféminés, des maniérismes ou des remarques sur les fringues, etc. Et c'est pour ça que ça appartient à ce cliché assez nocif parce que, du coup, ça crée une équivalence entre la sexualité homo et la perversion. Et c'est un sous-texte qui a toujours existé avec ce personnage et qu'on retrouve dans Hannibal, puisque là, ils ont encore plus forcé sur l'homo-érotisme entre lui et le mec qui enquête sur lui. Mais clairement, c'est pas le personnage du Silence des agneaux sur lequel on devrait se focaliser le plus quand on parle d'homophobie et de transphobie, puisqu'il y a toute une autre intrigue, en fait, dans ce film, qui concerne l'autre serial killer, Buffalo Bill, t'en parlais tout à l'heure. Et c'est marrant parce que Anthony Hopkins a une présence tellement imposante à l'écran qu'on le retient lui avant tout. Et en fait, c'est marrant, tu te souvenais plus du tout de l'intrigue qui concernait Buffalo Bill. Je t'avais posé des questions avant qu'on le voie en te disant, mais tu te souviens de quoi, des crimes, tout ça. Et tu t'en souvenais plus, tu te souvenais que du cannibale. Ça se trouve, j'aborde ce film avec beaucoup trop de détente et que c'est ça qui va vraiment me traumatiser alors que je l'ai vu à 11 ans et que ça n'a pas posé de problème. Bah, ça fait pas peur. Après, il y a des moments qui sont pas glam, quoi. Bah, je me doute, il est cannibale. Ouais, mais c'est pas ça le pire. Ah, pourquoi il y a quoi ? Des meurtres ? Bah ouais, le cannibale, c'est la version gentille, tu vois, genre... Les gentils cannibales. C'est ça. Bah, en vrai, c'est un peu ça dans le film. Bon, il tue plein de monde, mais il est sympa avec notre héroïne Il tue principale. des gens qu'on n'avait pas aimés, donc... Exactement. Alors que Buffalo Bill, lui, tu l'as dit, c'est le tueur qui est en activité. On comprend assez vite qu'il tue des femmes pour se créer
un costume de femme avec leur peau. Et donc, il fait de la couture avec la peau de ses victimes. Il pourrait faire des costumes de peau de femme de plein de manières dans ce film. Mais il a été choisi de l'interpréter d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu penses de la caractérisation de ce personnage ? C'est extrêmement transphobe et inimaginable aujourd'hui. Enfin, c'est assez choquant, en fait. J'avais oublié et après, ça m'est revenu. Je me suis souvenu, et peut-être que je me suis souvenu même de trucs que j'avais lus en ligne ces dernières années ou des choses comme ça. En gros, on est censé comprendre que c'est une femme trans. En même temps, il y a tout un truc à un moment où, en fait, ils disent que justement, c'est pas vraiment une femme trans, qu'elle a essayé de transitionner. Et elle a essayé de transitionner, mais n'a pas été acceptée par les cliniques parce que les cliniques ont considéré que ses motivations n'étaient pas bonnes. Donc, le film essaie en même temps d'apporter une nuance en précisant que c'est pas une femme trans en fait, que c'est un psychopathe qui exprime des perversions intérieures de cette manière. Connaissant le film par cœur, j'avais totalement oublié cette partie-là du film. Et c'est vrai que c'est bien, ils ont un peu couvert leurs arrières en mettant cette partie. Pas suffisant. Mais oui, non. Parce que tout ce qu'on retient du film, c'est qu'on a quand même un serial killer qui est trans ou travesti, parce qu'il y a une confusion entre les deux, on sait jamais vraiment. Oui, c'est ça. Et puis même à l'époque, il n'y avait pas l'éducation avec les termes à utiliser ou des choses comme ça. Donc, il est appelé transsexuel tout le long. Et on voit le personnage à plusieurs reprises se maquiller, être extrêmement efféminé. Là, pour le coup, il y a vraiment aucun doute avec son petit caniche, son maniérisme, les musiques qu'il utilise. Ça rappelle aussi, on sort des années 80 et ça rappelle la scène un peu queer et la scène de ballroom qu'il pouvait y avoir dans Paris is Burning. Il y a une esthétique autour de ce personnage où on a l'impression que ça s'inspire un peu de ça, quoi. Et du coup, c'est très dérangeant. En fait, il y a clairement, t'as même fait une blague dessus quand on le regardait, quand on voit son antre là où il est en train de commettre tous ses crimes, ça ressemble à un atelier de drag queen. Il y a des mannequins partout, il est en train de faire de la couture, il fait même un tuck, puisqu'à un moment où il se regarde dans le miroir, c'est une des scènes, je pense, les plus cultes du film aussi, il se regarde dans le miroir en cachant son pénis et pour se donner un corps plus efféminé. Et t'as dit, ah ouais, ça pourrait être une candidate de Drag Race, parce que derrière, il y a plein de costumes, il est en train de danser. Il a le sens de l'humour. C'est ça. Et donc, le personnage est très clairement codé comme un personnage trans, même si, selon Hannibal Lecter, c'est un faux trans, ce qui, ça aussi, en fait, pourrait contribuer à énormément de transphobie, puisqu'il y a toujours une suspicion sur les personnes trans dans la vraie vie, qu'elles feraient semblant, qu'elles essaieraient d'avoir des avantages en devenant, entre guillemets, des femmes. C'est ce que J.K. Rowling dit tout le temps aussi sur les personnes trans. Donc, clairement, le propos du film est transphobe, accidentellement. Jonathan Demme, le réalisateur, n'a pas vu qu'il était en train de faire ça, et c'est un truc qui a été... ça montre une homophobie et une transphobie qui étaient latentes, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'en sont pas du tout rendus compte. Complètement intériorisé, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, la scène où Ted Levin danse, cette scène hyper culte où il se regarde dans le miroir avec la musique, a été improvisée. C'était pas dans le script. Et donc, c'est l'acteur aussi qui a fait ce choix-là à ce moment-là. Donc, on sent que c'était un truc un peu, je pense, qui communiquait sur le plateau sans être forcément dit et nommé. Ce que Jonathan Demme a dit à l'époque, c'était que Buffalo Bill n'était pas un personnage gay ou trans, mais un personnage qui a une telle haine de soi qu'il veut devenir ce qui est le plus éloigné de lui, c'est-à-dire une femme. Ce qui est aussi problématique de plein de manières. Oui. Et en fait, plus tard, Jonathan Demme a reconnu qu'il avait quand même un petit peu cogité sur la question. Il a dit que c'était un échec de sa part en tant que réalisateur de ne pas avoir été plus clair sur l'identité de Buffalo Bill et d'avoir mis tous ces signaux queer. Et il se trouve qu'il avait entendu une personnalité publique dire que c'était très dur d'être un petit garçon gay, d'aller au cinéma et de voir que tous les personnages qui avaient notre identité étaient des psychopathes et des caricatures, et que ça l'avait beaucoup marqué. Et Jonathan Demme, 2 ans plus tard, c'est lui qui a réalisé Philadelphia. Et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été très critiqué. Dès 1991, la représentation de Buffalo Bill avait posé problème. Il y avait eu une levée de bouclier quand Philadelphia est sorti en disant est-ce qu'il essaye de se racheter parce qu'il a véhiculé des clichés homophobes dans son précédent film. Et donc, lui a dit que c'était pas du tout un choix conscient, mais que clairement, il a été éduqué par le public sur ces questions-là en faisant ses films. Et je crois qu'il avait même dit que, justement, si tout le monde était satisfait de ses films, il y aurait jamais de progrès social, et que il accueillait plutôt de bon cœur toutes les critiques et l'énervement du public militant, puisque c'était ça qui faisait avancer les choses. Donc, je pense que contrairement à certains réalisateurs, il a eu une réflexion plutôt intéressante sur le sujet, mais c'est très évident dans ces films qu'il y a un problème, et surtout sur le personnage de Buffalo Bill. De Buffalo Bill, je veux dire. Biff.
D'ailleurs, il y a assez peu de scènes, je trouve, dans ce film qui sont graphiquement violentes. Et il y en a une des rares qui est celle où on voit Buffalo Bill kidnapper la victime qui sera prise en otage pendant tout le film et que Clarisse essaye de retrouver en fait. Il a une technique, je sais pas si tu veux décrire. Oui, en plus c'est dans la nuit, enfin rien ne va. C'est-à-dire qu'il a une technique, c'est qu'il prétend être blessé à un bras et devoir porter un meuble pour le rentrer dans sa camionnette. Et en fait, la victime le voit de loin. Au début, elle intervient pas parce que c'est le milieu de la nuit, il fait noir et elle est en train d'entrer chez elle. Exactement, et il y a un mec qu'elle connaît pas qui est en train de rentrer des trucs dans sa camionnette, mais après elle le prend en pitié et elle lui propose de l'aider. Du coup, elle se met d'un côté et il lui demande de monter dans la camionnette. T'as envie de dire, tu peux aussi pousser le truc de l'extérieur. Et en fait, du coup, il ferme les portes. Enfin, surtout, il l'attaque, il la frappe et après, il ferme les portes pour la kidnapper, quoi. C'est une scène qui est hyper violente. Enfin, je crois que c'est une des scènes les plus violentes du film, même si on ne voit pas, mais on entend la frapper. T'étais pas très heureuse des prises de décision de cette meuf à ce moment-là. Bah, forcément. Hein. Non! Quelle conne! C'est pas possible. Oui, bien sûr. Tu veux pas aussi lui donner l'arme pour qu'il te tue, en fait? Toujours mes réactions préférées de Marie devant, d'habitude, les films d'horreur, c'est-à-dire les prises de décision. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est le même genre de prise de décision. T'es là, meuf, enfin, c'est pas possible, en fait. C'est clair, mais je trouve que le film le vend bien. Oui, parce qu'elle-même est réticente au début et on comprend qu'elle a pitié de lui, mais non. Ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent surtout, à aucun moment, au milieu de la nuit, vous n'aidez quelqu'un à remplir une camionnette. Il faut pas, d'accord? Il se démerde, désolé. Oui, déjà, la pitié, c'est pour des moments où vous n'êtes pas menacé. Personne ne déménage en plein milieu de la nuit, j'ai envie de dire. Non, mais... Sauf des gens très chelous. Peut-être qu'il est 18h l'hiver et qu'il a acheté un truc au Bon Coin en sortant du travail. C'est vrai. Mais juste, vous l'aidez pas. Il se démerde. Voilà, c'est la règle, ok? Cette réaction que tu as eue m'amène à la question que je me posais devant ce film. Il est souvent considéré comme le seul film d'horreur à avoir eu l'Oscar du meilleur film et un des rares films d'horreur à avoir eu plein d'Oscars. Est-ce que tu penses que c'est un film d'horreur? Pas du tout. Enfin, pour moi, c'est un thriller. Après, je dirais pas que je suis experte en film d'horreur, mais pour moi, clairement, c'est pas un film d'horreur. Toi? Tu penses que c'est un film d'horreur? Non, je pense pas non plus. Pour moi, c'est un thriller de la même manière que Prisoners, par exemple, de Denis Villeneuve, a plein de points communs avec Le Silence des agneaux. Ça fait très, très peur, mais c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un thriller. Après, je peux totalement comprendre, surtout dans les années 90, qu'il ait été catégorisé comme ça. Si on veut avoir une définition très, très large, déjà, il y a un tueur en série et il y a des crimes, donc ça peut coller. Il peut y avoir quelque chose d'horrifique. Dans ce cas, tous les films policiers rentreraient dans cette définition, quoi. Bah, tous les films policiers qui contiendraient ce type de violence-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui pourraient te dire que Seven de Fincher, c'est aussi un film d'horreur, tu vois. Ouais. Je pense même qu'il y a des gens qui pourraient considérer Zodiac comme un film d'horreur. Bon, là, ce serait un peu poussé, mais... Bah, pour moi, en fait, ils appartiennent exactement à la même famille. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, c'est des thrillers. Enfin, c'est pas des... Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que la raison pour laquelle ça peut fonctionner aussi dans ce registre, c'est que, on en avait parlé dans toute notre saison sur les films d'horreur, il y a un aspect très dérangeant dans Le Silence des agneaux et assez subversif. C'est-à-dire que, franchement, c'est pas très graphique, mais il y a plein de moments, même en dehors des moments de violence, qui te rentrent un peu sous la peau, qui sont un peu dégueux. Ce soit à travers les dialogues, quand il dit justement, t'as Hannibal Lecter qui s'adresse à la mère de la victime et qui lui dit est-ce que vos tétons étaient abîmés après avoir allaité votre fille? Enfin, c'est plein de moments qui sont un peu crado en fait, et où on sent que lui prend tellement de jouissance à perturber les gens que, tu vois, pour moi ça fonctionne dans le côté très subversif que peuvent avoir certains films d'horreur. Ouais, mais pour moi, le test ultime, c'est que je l'avais vu. Oui. Et j'ai vu Zodiac. Vu en 11 ans. Voilà, j'ai vu Zodiac, j'ai vu Le Silence des agneaux, j'ai vu Seven et j'ai pas eu peur de les voir parce que c'était des thrillers. Dans ma tête, et même quand tu vois la couve du DVD, c'est très clairement un thriller et pas un film d'horreur. Les arguments sont hyper nazes. Mais enfin, pour moi, ça appartient clairement à cette famille, quoi. Moi, je l'ai vu aussi à 11 ans et on en avait parlé dans le petit épisode à l'affiche. C'était une vraie transgression avec ma copine de regarder ce film à ce moment-là. Et en revoyant le film, je me suis souvenu pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui transgressent vraiment des tabous. Et donc, je comprends qu'à la cour de récré, on trouvait ça tous un peu fou de l'avoir regardé. Même
même si, oui, on n'est pas sur les codes cinématographiques de l'horreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de jumpscare, même si t'as sursauté à un moment. Ouais. On est beaucoup plus sur du film policier. Mais je peux comprendre. Et puis bon, il y a personnellement, moi, la scène qui me traumatise le plus et qui m'a le plus dérangée, c'est pas une scène de meurtre. Non, c'est une scène d'agression sexuelle, en fait, très particulière. Est-ce que tu veux décrire ce qui se passe ? Donc en fait, quand elle rend visite pour la première fois à Hannibal, sa cellule est tout au bout d'une série d'autres cellules où il y a des prisonniers tous plus dingos les uns que les autres, dont un qui est très clairement un pervers sexuel et qui, quand il la voit passer, déjà lui dit qu'il peut sentir sa chatte. Et ensuite, quand elle repasse, après, quand elle quitte les lieux, il est en train de se masturber sur le lit. Oh, c'est horrible. Et quand il éjacule, en fait, il lui envoie son sperme sur le visage. Donc, ça lui atterrit, elle, sur la joue. Elle se retrouve souillée par cet homme, quoi. C'est vraiment un niveau de dégueulasserie, mais c'est... Enfin, vraiment, j'ai rarement vu un truc aussi horrible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible que ma mère m'ait laissé regarder ce film à 11 ans, quoi. Moi, c'est clairement un de ces moments qui m'avait le plus traumatisé quand j'avais vu le film à l'époque. Enfin, c'était vraiment très choquant. Ça c'est vrai. Ouais, je pense vraiment que j'avais pas capté ce que c'était à l'époque. J'étais très pure, moi. T'allais pas sur Rotten dans la cave de tes potes. Déjà, j'avais pas Internet, donc j'étais très protégée. Ah ouais. Ouais. Le film est très efficace sur la tension qui monte très progressivement, mais dès le début, on a quand même des petits moments d'anxiété légère. Et ça a même marché sur moi, pas que sur toi, donc je dois le reconnaître. Pour une fois, t'étais pas la seule à réagir. T'as froid ? Tu veux notre couverture ? Non, là, je suis bien. Je me protège. Ah, t'as peur ? Je suis un peu stressée. Mais pourtant, tu le connais. Mais c'est parce que tu sais ce qui va se passer. Non, mais parce que ce film est stressant. Moi, je suis stressée parce qu'elle est conne. Elle m'énerve, là. Non, mais là, elle est dans le noir, dans un garage et tout. Oui. Voilà. C'est beaucoup trop stressant. Ça, c'est une scène qui arrive assez tôt dans l'enquête. Clarisse doit se faufiler dans un hangar en plein milieu de la nuit pour enquêter sur un indice que lui aurait donné Hannibal Lecter. Rien que là, tu commençais déjà un petit peu à stresser. Disons que la porte ne s'ouvre pas complètement et elle décide de se faufiler dessous. T'es là, non, Clarisse. En fait, il y a plein de moments... Pourquoi vous faites plein de trucs la nuit dans ce film ? Alors après, on comprend que comme elle est étudiante, elle n'a pas encore d'équipe ou des choses comme ça. Mais il y a plusieurs moments dans ce film où elle mène l'enquête sans aucune aide et sans aucune équipe avec elle. Et ça, c'est typiquement le genre de choses... Je pense que j'ai une déformation du fait d'avoir regardé beaucoup de films policiers avec ma mère et c'est un truc qui l'insupporte. C'est par exemple quand on avait vu Mare of Easttown ensemble, la série avec Kate Winslet. Elle était, mais à chaque fois que Kate Winslet faisait des trucs toute seule, elle était là, mais ça va pas la tête. En fait, jamais tu vas chez un suspect toute seule. Enfin, c'est complètement fou. Et là, il y a plusieurs moments où elle s'aventure dans des trucs et elle est sans aucun backup, quoi. Et donc, ça m'énerve et ça me stresse. Oui, là, en plus, cette scène est très, très efficace. Elle est dans un entrepôt la nuit, donc il y a plein d'objets un petit peu sombres et mystérieux. Elle rentre dans une voiture, il y a une cage qui est... Ah non, c'est un bocal avec une tête décapitée qui est cachée sous un voile. Et honnêtement, c'était très, très, très efficace. On va devoir se faufiler. Absolument pas. Ça a pas la tête. Elle est complètement folle. Meuf Mais non. T'as un cannibale qui a tué des femmes qui te dit d'aller là. Oh non. Elle a un petit tétanos pour la Voilà, de choper le tétanos avec les os cons. Oh non, qu'est-ce qu'elle va découvrir ? C'est très bien mis en scène. Ouais. Non. Les vocalises commençaient, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Tu as dit dans cet extrait que c'était très bien mis en scène. Pourquoi tu as dit ça ? Il y a une patte film noir dans tout le film qui fonctionne très très bien. C'est un film qui est beau aussi à voir, quoi. Le directeur de la photographie, c'est Tak Fujimoto, qui est aussi le directeur de la photographie de Monsieur Shyamalan.
Ce film est sublime, je trouve, visuellement. À chaque fois que je le revois, je suis frappée par ça. Tous les plans sont très très beaux, les compositions sont hyper belles. Et ce qui est particulièrement remarquable avec ce film, c'est que déjà, il y a énormément de gros plans, ce qui crée cette oppression un petit peu dont je parlais tout à l'heure. On est parfois même plus près que ce qu'on aimerait être, de plein de points de détail. Il y a le téton de Buffalo Bill aussi qu'on voit de très près, il me semble. Oui, c'est vrai. Et surtout, il y a plein de moments où on a l'impression que les personnages nous regardent directement. Et ça, c'est un choix conscient, c'est un truc que Jonathan Demme aime bien faire et qu'il a beaucoup travaillé sur ce film-là. C'est le fait que la ligne de regard de la plupart des acteurs est dirigée directement vers la caméra. Et donc, on a l'impression, par exemple, que Hannibal Lecter nous parle. Et ça, ça nous met dans la peau de Clarisse. Il le fait rarement à l'inverse. C'est-à-dire que Clarisse regarde jamais la caméra directement, mais on a ces moments où on a l'impression d'être dans sa perspective à elle, et c'est très efficace pour rendre le personnage encore plus intéressant. Et il y a même un moment où tu l'as dit, où tu as dit « ça me fait pas peur quand on est dans sa perspective à lui, mais ça me fait peur quand on est dans sa perspective à elle ». Et le film nous place vraiment, grâce à la photographie, dans les chaussures à 2 balles de Clarisse. Et ça, c'est fait de manière très intelligente et subtile, parce que t'as pas non plus l'impression qu'ils sont en train de briser le 4e mur. Oui, non. Mais c'est un truc qui te reste un petit peu après de manière subconsciente. Il y a un autre truc aussi que je trouve très intéressant sur la photo. Tout à l'heure, au début, tu disais que le film se complaisait un petit peu dans la violence. Et autant je trouve que sur la glorification des tueurs et le sensationnalisme, on y est totalement. Mais c'est quand même un film qui joue énormément sur le hors-champ et sur la suggestion. Et je trouve qu'il évite, et ça se voit qu'il évite autant que possible, de montrer de la violence gratuite. Et il y a notamment au tout début, il montre les photos à Clarisse d'une scène de violence. Et ils disent que c'est atroce, mais on voit juste sa réaction à elle, on ne voit pas la photo. Et il y a plein de moments comme ça où ils vont plus travailler sur la suggestion pour pas nous montrer inutilement des cadavres. Et ce qui fait aussi que la scène de l'autopsie, par exemple, a beaucoup d'impact, parce qu'on voit pas énormément de femmes mortes, en fait, dans le film. Le film monte vraiment en tension dans sa dernière partie. Tout à fait. Et là, c'est le moment où la Christina Aguilera ou la chair qui sommeille en toi s'est réveillée. Ça commence quand Hannibal Lecter est déplacé dans un autre lieu. Est-ce que tu veux expliquer exactement ce qui se passe ? Alors, il passe un accord avec en fait la sénatrice qui est la mère de la victime, de la femme qui a été kidnappée en fait par Buffalo Bill. C'est très bien parce qu'il a vraiment choisi sa victime. C'est quelqu'un de médiatique, donc c'est super. Et en fait, il promet qu'il va donner des informations. Il va pas vraiment les donner parce qu'il a juste envie de faire une petite promenade. Et en fait, en attendant, il est détenu, donc je pense au palais de justice de la ville où il a été envoyé, dans une sorte de cage. C'est très stylé. C'est dans une grande pièce en bois et il est au milieu de cette cage. Et dans cette cage, ils l'ont aménagé avec des super meubles, dont un paravent en acajou. C'est vrai que moi, je fantasmais trop sur cette pièce quand j'étais petite, alors que le mec est enfermé, mais je me disais, waouh, j'aimerais trop avoir une chambre comme ça. C'est ça, mais c'est vraiment, il y a un aménagement très, très chic qui lui correspond parfaitement. On dirait vraiment qu'il a pu choisir, tu sais, ils lui ont donné le catalogue Roche-Beaubois et il a dit, plutôt ça pour ma cellule. Donc voilà, il est dans cette cellule-là et évidemment, vu que c'est beaucoup moins contrôlé que l'environnement où il était avant, il va pouvoir s'échapper. Même s'ils ont pris énormément de précautions, puisqu'ils lui ont mis une espèce de camisole intégrale, y compris et un masque qui est devenu depuis cultissime. Pour le déplacer, mais après, une fois qu'il est dans la cage. Oui, c'est vrai. Mais ce masque qui est complètement écrasé contre son visage et où en fait il a juste 3 petits barreaux au niveau de la bouche, c'est un truc que maintenant on peut acheter dans les magasins en fait pour Halloween, qui est devenu vraiment culte. Il se trouve qu'il avait récupéré un petit stylo qui traînait par là, hyper pratique, et sur lequel il y avait eu plein de gros plans avant. Et grâce à ce petit stylo qu'il a avalé, visiblement, il réussit à s'échapper et donc à manger les gardes qui se trouvaient devant sa cage. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah, c'est trop dégueulasse. Ah.
Et là, pareil, on voit cette scène-là, mais après, on ne le verra pas faire ce qu'il fait au garde, c'est-à-dire qu'il le suspend à la cage après l'avoir vidé de ses entrailles. Je sais pas combien de temps il est dans cette salle à faire ses petites activités, ses petits loisirs créatifs, mais il a assez de temps pour vraiment changer la déco une nouvelle fois, ouais, et c'est à l'aide du cadavre. Et tout seul, il arrive à le tirer là sur les barreaux. C'est impressionnant, pas très réaliste, mais il est très doué. Mais il a eu le temps de faire tout ça. Il est très créatif. Surtout, il est efficace. Ouais. À ce moment-là, il y avait 2 gardes. Il y en a un donc qui a été suspendu à la cage et il y en a un autre qui est gisant au sol couvert de sang. Et donc on est censé penser que Hannibal Lecter s'est évadé alors qu'en fait non, il est là sous nos yeux. En fait, c'est le corps gisant, c'est lui. Ouais. Mais c'est très évident. Il y a une scène où en fait on voit ce corps et on voit tous les gens autour qui disent mais non, c'est Pembry, l'officier, le garde. Et en fait à ce moment-là, je crois qu'ils n'avaient pas maquillé trop Anthony Hopkins et donc on a toutes les deux tout de suite reconnu l'acteur. Bah oui. It's Jim Pembry. Now talk to him, damn it. C'est pas Jim Pembry, hein. Pembry, can you hear me? He took Boyle's gun. Pembry got off on her. C'est pas Jim Pembry, hein. Yeah. Mais ça se voit que c'est pas Jim Pembry. Ça se voit que c'est Anthony Hopkins, putain. Ouais, putain. Vous avez jamais vu le film? Ah, il va se faire égorger. Oui, parce qu'après, donc il y a toute la séquence de l'ascenseur que tu trouvais très mémorable, et c'est vrai que c'est une des grandes séquences d'action du film. Nous, on sait que Hannibal est du coup en train d'être emmené en ambulance pépère, entouré de flics pour sortir de ce lieu, et que le cadavre qu'ils imaginent tous être celui de Hannibal, en fait, c'est celui du gardien qui l'a bloqué dans l'ascenseur. Enfin, moi, j'adore cette scène parce que pour le coup, c'est une vraie scène de film d'horreur. Hannibal Lecter est dans l'ambulance avec tous les flics. Et en fait, il se relève un peu comme un zombie et il enlève le visage de Jim Pembry qu'il avait découpé et mis par-dessus son visage pour ne pas être reconnu. Et ça t'a fait te poser des petites questions de plausibilité. Ah, il avait mis la tête de l'autre dessus. Non, mais désolé, mais attends, je veux bien qu'il soit bon en travaux manuels, mais là, il a fait un truc, enfin, genre, en une demi-heure, il a fait un Michel-Ange avec un mec éviscéré, avec des drapeaux américains, qu'il a suspendu. Comment il a suspendu lui tout seul comme ça, là? Il y a un petit escabeau et tout. Et il a scalpé l'autre, il a balancé sur le haut de l'ascenseur, et après, il s'est mis le scalp sur la tête. Tout ça grâce à un stylo. They found the ambulance in a Le stylo le plus létal de l'histoire du cinéma. clair. Who was dead. Le stylo de Tchekhov, Ouais. qui a été bien planté en avance. C'est ça. En parallèle, en plus de ça, Clarisse enquête toujours sur Buffalo Bill, et ça a fait ressortir une nouvelle fois ton petit côté Madame Je sais tout. We covet what we see. Oui, bon, donc la première victime, elle était sous ses yeux. C'est bon, allez. Eh, Goddamn police. You know it. eh ben... Non, faut du temps. Hein. On te la fait pas à toi. Hein. C'est un peu la base, quand même. Ça, on le fait en première année, les gars. He knew her. Bah ouais, sans blague. Il lui faut je sais pas combien de jours pour venir à la conclusion que la première victime de Buffalo Bill, il la connaissait probablement. En général, oui, ils connaissent leurs victimes, voilà. Oui, mais peut-être qu'en 1991, on n'avait pas encore tout le savoir policier qu'on a maintenant. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'académie? C'est vraiment des tocards. Hein. Oh là là, regarde-moi ces losers. Clarisse, qui est vraiment toute seule. Alors ça, pour moi, c'est le plus gros problème de plausibilité, c'est qu'ils ont confié à une étudiante l'enquête sur le serial killer le plus hot du moment. Ouais. Enfin, le plus hot, le plus difficile Tendance. à trouver. Voilà, le plus tendance, celui qui fait le plus le buzz. Et à force de mener son enquête toute seule, avec sa copine qui n'a pas de nom, mais qui est amie noire numéro 1. Unique amie noire. Mais... Voilà. Elle finit par... raconte, qu'est-ce qu'elle finit par faire? Elle va en fait dans la ville d'origine de la première victime de Buffalo Bill et elle fait un peu du porte-à-porte pour poser des questions. Et tu te dis, en fait, quand ils ont commencé la première enquête, ça leur a pas traversé l'esprit. C'est quand même fou, quoi. Mais bon, évidemment, elle tombe sur Buffalo Bill. Et il y a un moment, en fait, qui est assez bien fait, même si tu le vois venir à 3 km, si t'as déjà vu un film, un trailer dans ta vie, quoi. Bah surtout maintenant, je pense que c'est devenu une convention surutilisée. Oui, bien sûr. C'était peut-être plus neuf en 91. On va leur accorder ça, si tu veux. Mais en gros,
En parallèle, il y a l'équipe de son mentor avec tous les mecs du FBI qui débarquent dans une maison qui est censée avoir appartenu à ce mec parce qu'ils ont réussi à l'identifier grâce aux indications de Hannibal. C'est-à-dire qu'ils sont approchés de cliniques pour voir si quelqu'un avait demandé une transition. Donc, ils s'approchent de cette maison dans l'Illinois, donc près de Chicago. Pendant ce temps, elle est dans un autre état, à genre 800 km de là, en train de faire du porte-à-porte. Et en même temps, on voit aussi des scènes où la victime essaie de se libérer de Buffalo Bill et où Buffalo Bill est un peu paniqué parce qu'on commence à sonner chez lui alors qu'il essaie de contrôler la victime et surtout de l'empêcher de tuer son chien. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, on le voit se diriger vers la porte et on pense que ça va être les mecs du FBI, mais évidemment, non. C'est qui? C'est Clarisse. Elle est chez lui. Oh mais non, évidemment, voilà. Mais non, voilà, j'en étais sûre. Mais non. Bah oui, parce que là, elle est toute seule face au serial killer, en fait. Voilà. Là, comme vous l'entendez, Marie était debout dans la pièce. On retrouve les bonnes habitudes. Et bah là, on arrive au climax du film. C'est vrai que ça commence à devenir très, très tendu. Clarisse commence à papoter un petit peu avec lui. Elle rentre dans la maison. Voilà, elle rentre dans la maison. Elle sent assez vite, on voit sur son visage qu'elle sent que ce mec est louche, mais sans forcément se douter que c'est Buffalo Bill. Mais c'est déjà une très bonne jeune enquêtrice. Donc, déjà, elle se dit, il a pas fait le ménage depuis à peu près 40 ans. C'est clair. Elle se dit, il va falloir appeler quelqu'un de toute urgence, des Comment renforts. elle s'appelait Nanny, Super Nanny? Non, c'est pas Super Nanny. Il faut appeler C'est du propre pour qu'elle fasse une rénovation. C'est clair. Elle commence à tripoter un peu son flingue parce qu'elle sent que il va peut-être falloir passer à l'action. Et tes réactions n'ont pas déçu. I got his card in here someplace. Do you want to come in? Non. Oh non, il a son flingue aussi. Oh non. Here's that number. Very good, Mr. May I use your phone, please? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Sure, you can use my phone. Qu'est-ce qui se passe? Freeze! Put your hands over your head and turn around. Spread your legs. Non. Spread your legs. Pourquoi il arrive Put aussi your comme ça? hands in the... Ah! Non. Oh non. Elle va dans l'antre. Ah! C'est hilarant. Donc elle va dans l'antre, qui est en fait la cave. Oui, mais c'est son antre aussi. Voilà, puisque il essaye de lui tirer dessus, donc elle comprend enfin à qui elle a affaire, et elle le suit en bas des escaliers. Au lieu de s'enfuir, elle décide, je vais descendre dans la cave avec lui. Voilà, t'étais pas très contente, je crois. Oh, les meufs, appelle quelqu'un, là tu sors et t'appelles, tu vas pas toute seule. Mais... C'est horrible. Oh là là, mais il y a combien de pièces dans cette cave? Ah maintenant les insectes, super. Non, c'est Fort Boyard. Ouais, il y a plein de moments très stressants dans la cave. Mais parce surtout, que... il y a 40 pièces. Enfin, C'est c'est une cave de 300 mètres carrés, en fait. Moi, pour le coup, ça, c'était la partie qui est considérée comme la plus horrifique et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. T'as plein de films d'horreur qui vont avoir exactement ces mêmes ressorts. Oui, bien sûr. Elle passe de pièce en pièce. Et alors, il y a une pièce avec des insectes, il y a une pièce avec un puits. Alors déjà aussi, le puits dans la cave, qui est très profond et dans lequel il y a une meuf qui est enfermée. Et en plus, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais dans le puits, à un moment, elle se rend compte qu'il y a plein d'ongles. Des anciennes victimes. Voilà. Et ça, c'est aussi un truc qu'on a dans Ringu, film japonais qui a ensuite été adapté en The Ring et que j'hésitais à te montrer. Mais ouais, les ongles dans le puits, c'est toujours très efficace. Et ça, c'est très, très, très horrifique. Ça fait super peur en vrai. Et comme d'habitude, quand tu as peur, ta meilleure défense, c'est l'attaque. Donc tu te mets à juste hurler sur les personnages et sur la télé pour te rassurer. Oh putain, ça va. Mais non, you're pas safe. T'es pas safe du tout. Vous êtes toutes les deux enfermées dans un puits en fait. Vous êtes pas safe. Il y en a aucune. Non mais je rêve. Elle est conne ou quoi? You're safe. Elle a un pistolet. Hein. Oui bah, enfin un pistolet ça peut être repris très vite. Hein. Bah, il va être juste derrière elle. Il va être juste derrière elle. Il va être juste derrière elle. Marie, regarde.
I'm gonna get you out of T'en there. sais rien. Listen to me. T'en sais rien. I'm gonna leave this room. I'll be right back. No! Don't you leave me here, you fucking bitch! No! Mais meuf, enfin, y a pas moyen que tu t'en sortes là, c'est pas possible en fait. Enfin, t'es dans un dédale au sous-sol, chez un mec qui connaît les lieux, tu connais pas. Il y a des pièges à tous les coins de porte. Tu sais pas où il est, t'as juste une arme. Y a personne, y a pas de renfort. Personne sait que t'es ici. Comment tu fais pour regarder le film? Tu cries tellement. J'y arrive. C'est génial. Je sais J'adore. multitasker. C'est clair. C'est vraiment génial et je pense que clairement le moment qui a suscité le plus de réactions de peur chez toi, je sais pas si tu veux le décrire mais... À un moment, elle se retrouve, il coupe l'électricité parce que c'est un petit malin et il a des lunettes infrarouges, évidemment, parce qu'il espionnait ses victimes avec ça. Et donc, en fait, il voit tout et elle ne voit rien. Et il la poursuit et il est tout près d'elle. Elle tient un flingue, mais très clairement, elle sait pas où le voir. Et donc, tu comprends qu'il peut la tuer à tout moment, quoi. Il y a un film récent qui est sorti en 2016 qui s'appelle Don't Breathe. Je crois qu'en français, c'est La Maison des Ténèbres. Et c'est un film d'horreur, pour le coup 100% horrifique, avec une fin que j'aime pas trop. Mais tout le concept de base, c'est que c'est un groupe de jeunes qui décident de cambrioler un vieillard aveugle. Et ils se retrouvent piégés puisque ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un vétéran, qu'il est extrêmement débrouillard et qu'il a un avantage sur eux parce qu'il peut utiliser tous ses autres sens pour les piéger. Et donc, on est placé dans la même situation où eux sont dans le noir, démunis. Et lui sait exactement ce qu'il fait et où les trouver. Je pense que le film était inspiré aussi par cette séquence dans Le Silence des agneaux qui est culte et qui est vraiment terrifiante. Oh putain. Oh là là. Ça, c'est génial, c'est génial. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. T'es vraiment conne, hein. Oh là là, Clarisse. Ah ouais. Oh putain de sa mère. C'est vrai que c'est fière. Moi, j'ai Magnifique. toujours pensé que j'avais un petit talent. Ah, moi, je pense que t'as un don, clairement. que j'aurais pu faire de l'opéra. Franchement, je pars dans les aigus. Hein. Je suis d'accord. Il y a une vraie maîtrise vocale. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, en fait, elle le tue. Bravo. Parce qu'elle entend le déclic de son arme et Oui, elle c'est se ça. retourne et elle arrive à tirer plus vite que lui. Et donc, c'est résolu assez rapidement au final. Ouais, c'est bien. Et du coup, la fille de la sénatrice, elle est sauvée. Toutes les autres victimes avant, tant pis pour elle. Et ensuite, Clarisse, elle va bien, elle est diplômée, elle est contente. Et Hannibal, il est toujours dans la nature, parce qu'il a réussi à s'enfuir du coup. Il a décidé d'aller manger le docteur Chilton. Il a raison. On ne peut qu'admirer. Mais du coup, encore une fois, un problème. Mais quand même, il passe un petit coup de fil à Clarisse pour lui faire coucou, pour la féliciter pour son diplôme, pour lui dire « T'inquiète pas, toi, je m'attaquerai pas à toi, parce que ce monde a besoin de toi, mais par contre, tous les autres, je vais les bouffer. » Je voulais revenir un petit peu sur la jeunesse du film. Je ne sais pas si tu sais toutes ces informations que je vais te donner. Ah bah, je sais pas, vu que tu me les as pas encore données. Le suspense est entier. Déjà, il faut savoir que le film est sorti le 14 février 1991. Oh, pour la Saint-Valentin. Voilà, c'était une idée de Jonathan Demme qui trouvait ça très drôle de Oui, c'est sortir marrant. pour la Saint-Valentin. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, le film est sorti en février à une période qui a parfois été surnommée aux États-Unis Dumpuary, donc janvier-février, qui est la période où on balance un peu les films qui sont considérés comme n'ayant aucun futur aux Oscars et aux cérémonies de remise de prix de manière générale. Les dates de sortie aux États-Unis et en France d'ailleurs sont très stratégiques par rapport aux différents festivals et aux différentes cérémonies de remise de prix. Et donc, celui-là était vraiment pas considéré comme un film qui aurait le moindre succès aux Oscars. Or, il se trouve que ça a été un énorme carton en salle, alors qu'il n'y avait aucun budget marketing. Mais le film a fait énormément d'entrées. Et ça a tellement bien marché que
Ils se sont dit, finalement, l'équipe du film s'est dit qu'ils allaient essayer de faire une petite campagne, mais ils avaient aucun budget pour les Oscars. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est envoyer des cassettes du film aux membres de l'Académie. Maintenant, c'est devenu un truc très commun. On reçoit tous les screeners pour voter aux différentes cérémonies de remise de prix. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment. C'était pas du tout courant. Elle dit on parce qu'elle vote aux Golden Globes. Parce que moi, je reçois rien. C'est ça. Donc c'était assez novateur et ça a plutôt bien marché. Ils n'ont organisé aucune soirée ou projection en dehors de ça. Ils n'ont pas fait de pub comme le font la plupart des films qui font campagne pour les Oscars. Et ça a tellement bien marché que le film a eu 5 Oscars. Meilleur film, déjà pas mal. Meilleur réalisateur pour Jonathan Demme. Meilleur scénario adapté. Meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Et meilleure actrice pour Jodie Foster. En plus, c'est les Big Five, ouais. Exactement. Donc pour un film qui n'avait aucune chance aux Oscars, il s'en est très très bien sorti. Ce qui est intéressant, c'est que, je te l'avais dit, le livre Red Dragon avait déjà été adapté quelques années plus tôt par Michael Mann dans un film qui s'appelle Manhunter, et dans lequel Brian Cox joue Hannibal Lecter. Et ce film-là avait fait un énorme bid, ce qui fait que quand il y a eu cet autre scénario du Silence des agneaux qui circulait, il y a plein de gens qui voulaient pas y toucher. Ils se disaient, ça va jamais marcher. Et il y a pas mal d'acteurs qui ont refusé le rôle aussi d'Hannibal Lecter dans ce film-là, avant que Anthony Hopkins le récupère, notamment Sean Connery, qui a trouvé que le script était répugnant, qui n'a pas tort, mais c'est un peu le propos. Il y a aussi Gene Hackman à un moment qui devait réaliser le film et jouer dedans. Ça ne s'est pas fait. D'accord. Tous les vieux un peu avec une bonne élocution, quoi. Ils s'y sont passés. Il y avait aussi Morgan Freeman qui aurait pu jouer Hannibal Lecter. Ok. Ça aurait pu être assez intéressant. Ah non, je veux pas voir ça. Trop gentil, Morgan Freeman. Pas notre légende à nous. Dustin Hoffman aussi. Oh non. Ouais, trop gentil aussi. Non, pas assez anglais. Ouais, il a pas assez de mordant, je trouve. Et Anthony Hopkins avait déjà une belle carrière derrière lui quand il a fait Le Silence des agneaux, mais c'est vraiment ce film-là qui en a fait la star qu'il est ensuite devenu, et aussi grâce à son Oscar. Mais avant ça, un de ses plus grands rôles, c'était dans Elephant Man de David Lynch. C'est d'ailleurs ce rôle-là où il joue un docteur qui avait convaincu Jonathan Demme de lui donner le rôle du docteur Hannibal Lecter. Et un autre fun fact pour finir, ça je pense que tu le savais peut-être, mais Jodie Foster avait une certaine expérience avec les tueurs. Le tueur John Hinckley Jr. avait tenté d'assassiner Reagan pour impressionner Jodie Foster. Il était fan d'elle dans Taxi Driver. C'est flatteur. Et donc elle avait hyper creepy parce qu'elle a 12 ans. Exactement. Et elle avait collaboré avec le FBI à l'époque pour l'enquête, ce qui fait qu'elle avait déjà une base assez solide pour incarner Clarice Starling. Et d'ailleurs, le FBI l'a envoyée s'entraîner à Quantico pour qu'elle se prépare au rôle. Ils espéraient que plus elle serait crédible, plus ça donnerait envie à d'autres femmes de rejoindre le FBI. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Mais... Oh, j'imagine. Qui n'a pas envie de se retrouver dans la cave de Buffalo Bill? C'est clair. J'ai pas dit aussi, mais Buffalo Bill a été inspiré par plein de réels tueurs en série. Le plus connu étant Ed Gein, qui en fait a inspiré énormément de tueurs dans la pop culture, y compris dans Massacre à la tronçonneuse et Psychose. Mais je ne peux pas te dire de quelle manière, puisque tu n'as pas vu ces films, et j'espère te les faire découvrir un jour. Mais voilà, c'est un composite. Enfin, disons qu'il y a plein d'aspects de sa personnalité et ses crimes à lui qui se sont retrouvés dans plein de films d'horreur. Tu ne te souvenais plus de l'explication du titre du film quand je t'avais demandé dans notre petit épisode de préparation. Non, et pourtant c'est inoubliable. C'est ça. Tu as découvert dans ce film pourquoi il s'appelle Le Silence des agneaux. On est d'accord que c'est l'origin story la plus pétée de l'histoire du cinéma. Ouais, c'est vraiment... vraiment, j'ai jamais compris, quoi. C'est ça ton trauma, en fait. C'est que t'as entendu des agneaux crier, enfin, meuf. Oui, parce que en fait, après la mort de son père, où tu pourrais penser que c'est ça son trauma et ce serait légitime, non, elle est envoyée dans un ranch dans le Montana. Chez son oncle et sa tante. Chez son oncle et sa tante, et au milieu de la nuit, elle entend des cris et elle va dans la grange, et en fait, c'est des agneaux qui sont sur le point d'être massacrés pour faire des saucisses. Des bonnes petites côtelettes. Et j'aime beaucoup l'agneau. Slurp, slurp. Et voilà. Et du coup, elle en sauve un, mais en fait, elle n'y arrive pas. Et après, parce qu'il était trop lourd et qu'il faisait trop froid. Exactement. Et après, elle est virée du ranch et elle pleure. Et elle raconte cette histoire comme si c'était le truc le plus traumatisant. Alors peut-être que c'est une végétarienne dans l'âme et que j'arrive pas à me projeter.
J'avoue, j'aimerais pas voir des agneaux se faire trucider, même si je les mange volontiers. Mais du coup, c'est quand même étrange comme... En fait, tout le film bâtit énormément de tensions autour de ça. Puisque... le titre est même autour de ça, j'ai envie de te dire. Ouais, dès leur première rencontre, il crée un mystère en fait autour de ça, où il dit « j'ai cru comprendre que tu venais de la campagne, mais elle ne veut pas en révéler sur ses traumatismes et son enfance. » Et donc, on attend. Et au moment où c'est révélé, c'est vrai qu'on se dit « Bon... » c'est vrai que c'est pas le truc. Après, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose que le film ne soit pas allé vers une origin story hyper sordide non plus. Heureusement, on est content que ce soit pas une explication trop violente. Oui, mais ça pourrait être juste, elle a lu Agatha Christie en fait, et elle voulait être inspectrice. Oui, son père était flic, il a été tué, et depuis, elle voulait être flic aussi. Ce serait totalement suffisant. Exactement. Et surtout que, du coup, c'est pas le silence des agneaux, c'est le cri des agneaux. Le bruit des agneaux. C'est parce qu'elle veut entendre le silence des agneaux, c'est ça qu'elle cherche. Oui. Après, en fait, elle a des acouphènes de type animal. C'est ça. Dont elle aimerait se débarrasser. Je dois dire que le titre du film marche très bien, parce que c'est hyper mystérieux et en même temps un petit peu inquiétant, donc ça fonctionne très bien. Donc bon, s'il leur fallait ça pour arriver à cette conclusion, qu'ils y aillent. Mais c'est nul. Comment on aurait pu retitrer ce film ? Chut. Le Chianti et les fèves. Voilà. Il faudrait un autre titre anglais, mais plus naze. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Yum Yum Murder. He eats and he kills. Voilà. The Woman Killer. Voilà, exactement. The Woman Eater. Ou je sais pas, un truc sur le fait que c'est un couturier, tu vois. Ah. The Dressmaker. Non, ça a déjà été fait. Après, ceci dit. Ouais. À chaque fois, en plus, qu'il parle de Buffalo Bill, ça me donne envie de manger des wings, mais ça, c'est un it's a me problem. Tu as une scène préférée, Anaïs ? Je voulais pas qu'on se quitte sans avoir parlé un petit peu plus de certaines répliques cultes du film. On en a entendu certaines et c'est majoritairement Hannibal Lecter qui les performe, comme quand il dit « closer ». Mais il y a toute une séquence qui est, à mon avis, la séquence la plus culte de ce film. Je sais pas d'ailleurs si tu l'as reconnue au moment où tu l'as vu, mais c'est quand il est en train d'interagir avec sa victime dans le puits et qu'il lui demande de se mettre de la crème hydratante dessus et qu'il ne veut pas humaniser sa victime. Et donc, au lieu de dire « tu devrais mettre de la crème hydratante », il dit « ça met de la crème hydratante ». It rubs the lotion on its skin. It does this whenever it's told. Mister, my family will pay cash. Whatever ransom you're asking for, they'll pay it. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Donc sinon, je vais encore t'arroser au tuyau d'arrosage. Et c'est extrêmement choquant, mais aussi très amusant. Et quand t'as vu cette scène, ça t'a pas trop fait réagir, mais... Non, j'avais pas la ref, mais oui, c'est très marrant. Et on n'a pas parlé de cette future docteure dans Grey's Anatomy, d'ailleurs, la victime. Oui. La docteure Erika Ann. Et qui est un petit peu agaçante, effectivement, quand elle rentre dans la voiture, dans la camionnette du tueur. Mais après, elle se débrouille très bien. Elle kidnappe le petit chien du tueur pour le faire chanter. Bravo à elle. T'as un MVP ? Ouais, c'est les deux zozos geeks des insectes. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont marrants. Ouais, et c'est un peu aussi parmi les rares présences masculines réconfortantes et sympathiques du film. C'est qui, toi, ton MVP ? Le stylo. Bien joué. C'était Ami. Merci, Marie. Merci, Anaïs. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, Marie va me faire découvrir un film français qui s'appelle Nikita. Tout peut arriver. J'ai pas hâte du tout. Bon, je pense que ça va te faire, moi. Si vous découvrez ou redécouvrez ces doudous 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Ami le podcast. On adore lire tous vos commentaires et vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Non, 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 non. Non, 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 non.